Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour ce 20h, dimanche 14 août 2016. Démarrons cette édition par la coalition Benno Bokk Yakaar, section Dakar, qui va déposer une liste unique en vue des élections des conseillers territoriaux. Les maires de Benno ont pu trouver un consensus, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas avec Khalifa Sall, qui avait convié ses collègues pour les mêmes raisons. La rencontre de cet après-midi a enregistré quelques perturbations. Lassana Cissé et était là-bas. Le Haut Conseil des collectivités territoriales attire bien des convoitises. 3 sièges sont réservés au département de Dakar. Des postes qui semblent intéresser Khalifa Sall, qui a même convié ses collègues maires à aller à leur assaut. Mais les négociations n'ont rien donné. 5 réunions, toutes de la seule initiative du maire de Dakar, se tiendront sur une question préjudicielle posée au début des travaux, à savoir le cadre dans lequel devaient se mouvoir toutes les sensibilités politiques présentes, afin de mettre en exergue que les seuls intérêts de Dakar en présentant une liste unique. 5 longues réunions, durant lesquelles ne seront présentés que des arguments contre un homme, contre un pouvoir. En somme, une sorte de prolongement indigeste d'une campagne référendaire qui avait définitivement été scellée par le peuple souverain. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar avec 10 maires sur 19 qui profitent de la situation pour présenter une seule liste. Les 10 maires ici présents ont décidé, avec responsabilité, de se retirer pour inviter les Dakarois à travers leurs élus locaux à envoyer une représentation de qualité au Haut Conseil des collectivités territoriales en votant la liste Benno Bokk Yakaar. Une liste unique qui a rendu furieux certains apéristes. Décidément, ils sont contre les propos de leur leader, les mettant en garde de tout dépôt d'une liste parallèle. À Mbour, la coordinatrice de l'APR de Saly, Antoinette Morira, a fustigé le choix des conseillers pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Selon elle, il n'y a pas eu de concertation dans le choix de ces différents conseillers. Elle était face à la presse. Antoinette Morira est ici avec Alun Badara Sonko et Sherba. Je déplore la façon dont on a procédé. Parce que je pense que même s'il y a 3 candidats dans le département, on devrait se concerter tous, que ce soit fait dans la transparence et qu'un consensus soit pris. Mais quand d'emblée, on dit que le président de la République a dit qu'il n'y a que les personnes qui ont gagné leur commune qui vont être candidats, et ça, je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est le coordonnateur départemental, Omar Youm, qui me l'a dit. Donc, quand on dit qu'on le choisit comme ça et que c'est le président de la République qui demande à ce que ce soit que les personnes qui ont gagné leur commune, alors que j'ai écho qu'ils ont déjà choisi les personnes qui doivent être candidats. Et ils ont choisi 3 hommes dans le département et 3 femmes dans la commune de Mbour, ce qui n'est pas équitable. Allons à Sédhiou et parlons de tout à fait autre chose. Un net recul du paludisme est noté dans la région avec un taux de 47 pour 1000. Un progrès dû aux stratégies comme la distribution massive de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action et de la chimioprévention saisonnière. Des stratégies que les autorités sanitaires comptent amplifier ou alors pérenniser pour faire de la région une zone de pré-élimination du paludisme. Un reportage de Robert Jandy et de Khalid Djemé. En cette période d'hivernage, les moustiques vecteurs du paludisme pullulent dans la région de Sédhiou. Et pourtant, les statistiques montrent que cette maladie qui jadis faisait des ravages au sein de la population a connu un net recul. Nous avons noté ces derniers temps, en tout cas une diminution des cas incidents d'année en année. Dans la région de Sédhiou actuellement, pour l'année 2016, nous sommes aux alentours de 47 pour 1000 d'incidence palustre.
Ce recul serait dû à un travail de sensibilisation des populations accompagné de stratégies comme la CPS et les campagnes massives de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, ainsi que la distribution gratuite aux femmes enceintes. C'est parce que nous mettre en place une politique. Si le paludisme a pris du recul, c'est parce que nous avons mis en place des politiques de prise en charge consistant à traiter les malades et à faire de la prévention en sensibilisant les autres. En plus, il y a d'autres stratégies comme la CPS qui consiste à donner aux enfants âgés entre 3 mois et 10 ans des comprimés contre le paludisme, sans compter les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qui ont été massivement distribués et gratuitement. Dans les perspectives, il y a la formation de DESTOM dans les villages enclavés ainsi que dans les écoles pour la sensibilisation et la prise en charge précoce des malades. Et la campagne de chimioprévention saisonnière va démarrer le 27 août prochain pour les enfants âgés de 3 ans à 10 ans afin de faire de Sédhiou une zone de préélimination du paludisme. Et nous parlons toujours du paludisme, mais cette fois-ci à Kolda, la maladie ne constitue plus plutôt le premier motif de consultation. Sa fréquence chez les populations a baissé. Selon les autorités médicales, difficile à comprendre pour les habitants du monde rural qui souffrent beaucoup de maladies qui se manifestent par de fortes fièvres, de céphalées, des vomissements et des diarrhées, surtout en cette période hivernale. Bokar Kandé. Dembel, 83 ans, se soucie de sa santé. Le paludisme, ça nous fatigue beaucoup durant l'hivernage. Le paludisme, ces manifestations sont bien connues des populations. Forte fièvre, céphalée, vomissements, des cas fréquents dans la région de Kolda de juillet à septembre. Pendant l'année scolaire, il y a des maladies hivernales qui persistent jusqu'au milieu de l'année scolaire. Donc ça empêche à certains gosses vraiment de suivre les cours normalement. Le paludisme fait-il encore beaucoup de victimes au Fouladou? Oui, répondent les populations rurales. Du côté des autorités médicales de la région, on mentionne que le taux de fréquence de la maladie a baissé grâce à la distribution en masse de moustiquaires imprégnés. Les populations confondent-elles le paludisme à d'autres maladies? Tout porte à le croire, la grippe a des signes similaires avec le paludisme. Elle fait aussi beaucoup de ravages. Les populations rurales, comme ici à Temante Samba, souffrent beaucoup de ces maladies hivernales. Il faut qu'il fasse 10 km ou 7 km pour aller trouver le premier poste de santé. Et là, le GIE a pris sur lui de recruter un infirmier qu'on va payer jusqu'en décembre par nos fonds propres. Il va travailler ici, il va faire des consultations comme tous les infirmiers. Après, on va voir on va faire un bilan en fin décembre. Mais on va compter d'abord sur nos propres forces et après demander. On a donné un lot de médicaments pour permettre à l'infirmier de démarrer avec ça. Baisse du paludisme ou pas, le plus utile pour les populations rurales, c'est d'accéder aux soins de santé de qualité. La région manque toujours de personnel de santé qualifié. Temante Samba réclame un poste de santé. Il existe un problème de ciblage et d'approche dans l'intervention de certaines ONG. C'est en tout cas la réponse apportée par les acteurs au développement au Conseil national de sécurité alimentaire. Il y a quelques jours, ces derniers demandaient des explications aux ONG qui œuvrent pour la lutte contre l'insécurité alimentaire au Sénégal. Voyons ça avec Bokar Kandé. Donc si un tel projet... Un projet de plus dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Fouladou. Les ménages avaient des difficultés de s'adonner sérieusement à l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent aller monnayer leurs forces, n'est-ce pas, ailleurs pour avoir des ressources pour gérer la période de soudure. Et le projet a pensé que ce serait pertinent de mettre à leur disposition, n'est-ce pas, des vivres, les accompagner pour qu'ils puissent s'adonner à l'agriculture, les accompagner pour que la diversité alimentaire soit une réalité aussi. La cérémonie de lancement intervient au moment où le Conseil national de sécurité alimentaire critique les organisations non gouvernementales. 212 projets et programmes sont pilotés par les ONG dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Sénégal. 24 projets et programmes déroulés à Kolda. On a souvent tendance à parachuter, à faire tout le travail et à le donner aux populations. Elles ne savent pas comment tout ça se fait, elles ne savent pas pourquoi. Nous, dans la démarche agronome et vétérinaire sans frontières, nous mettons les acteurs en avant et nous avançons à leur rythme.
S'ils courent, on court après eux. Ils se dépêchent, on se dépêche après eux. Ils s'arrêtent, on s'arrête derrière eux. Un problème de ciblage et d'appropriation. Voilà ce qui explique l'échec de certaines ONG dans leur intervention. C'est la réponse de ces acteurs au développement au Conseil national de sécurité alimentaire. À Pakour, où a lieu la cérémonie de lancement de ce projet de résilience, les bénéficiaires se réjouissent déjà de l'approche. Au choix des animateurs, au choix des relais, au choix des ménages et tout ce qui devait se faire, nous avons fait ça ensemble avec le sous-préfet et toute la population et votre programme. Reste à savoir si les objectifs seront-ils atteints. Parlons à présent du directeur général du COUD, Cheikh Oumar Anne, qui apporte des éclairages sur les travaux en cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces travaux ont suscité des mouvements d'humeur chez certains étudiants qui dénonçaient une privatisation des logements chez certains étudiants, des logements sociaux à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Rien de tel selon le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Cheikh Oumar Anne, que nous écoutons ici au micro de Khadim Baye. Bon, nous avons sorti un communiqué pour montrer qu'il n'y a pas de privatisation. Ce projet-là, c'est une continuation d'un projet qu'on a initié, que le président de la République a initié, a fait aboutir. Des étudiants y habitent dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions qu'avant. Donc, non, les étudiants ne le disent pas, c'est un groupe d'étudiants qui, comme on l'a sorti dans le communiqué, ils ont cherché à tout soutirer de l'argent. Et ça ne passera pas. Autre actualité, il s'agit bien sûr du gouvernement du Sénégal qui veut éradiquer les 6622 abris provisoires, dont 300 dans le département de Tivaouane. Un prototype a été édifié à l'école mixte Mekhi 1, un établissement scolaire créé en 1921 où Amadou Cissé et Abdoul Aziz Ndao, anciens présidents de l'Assemblée nationale, ont fait leurs premiers apprentissages, mais qui fait face à d'énormes difficultés. Un reportage de Gustave Emmanuel Faye. L'élément n'est pas encore prêt, mais nous y reviendrons probablement avant la fin de cette édition. Sinon, dans nos prochaines éditions, parlons à présent de la filière anacarde qui peut bien booster l'économie nationale vers l'émergence. La conviction est du directeur régional de l'IRD Afrique de l'Ouest. Boubacar Sow a fait cette révélation lors de la cérémonie de remise de distinction de 28 à 28 producteurs déclarés champions 2016 de la production de noix d'acajou dans le bassin du fleuve Gambie. Un reportage de Chartidiane Cissé et de Kaba Cissé. Ils sont 28 sur 14 000 producteurs à être distingués comme champions du Sénégal dans la production des noix de cajou par l'IRD dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la filière cajou dans le bassin du fleuve Gambie. Une filière qui pourrait bien mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence économique. L'Afrique de l'Ouest est devenu premier producteur mondial qui a été boosté particulièrement par la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal a à ce niveau-là une grande marge de progression. Normalement, on devrait pouvoir produire 100 000 tonnes. Avec l'application de ce que nous essayons, en fait, des bonnes pratiques que nous avons récompensées ce matin. Mais aussi, en boostant la transformation, ça nous permet d'ajouter de la valeur. Donc, c'est plus de devises, mais aussi création d'emplois au niveau local. Ça rentre vraiment carrément dans la vision du président de la République du Sénégal, donc de l'émergence, mais aussi de la promotion des secteurs à haute compétitivité. La réception de cette distinction n'a en rien enlevé la détermination des producteurs à exiger du gouvernement un meilleur encadrement de la filière anacarde et partant l'avènement d'un syndicat des producteurs. Vous savez, l'agriculture n'est pas un domaine facile. Les producteurs vont produire leur production et il y a des intermédiaires qui viennent acheter à de vil prix ces produits. Cela ne peut pas continuer. Ce qui m'a poussé à demander à ce que ces producteurs se syndiquent. L'État doit encadrer la filière par une homologation, une harmonisation des prix sur l'étendue du territoire national pour que les producteurs puissent avoir le courage véritablement de s'adonner à cette activité. Rappelez que ces 28 champions viennent des régions de Ziguinchor, Kolda, Fatick et Sédhiou et qu'en plus d'un certificat de mérite reçu, l'IRD a dégagé une enveloppe de près de 5 millions de nos francs en bons d'achat que l'ONG leur a partagé.
Toujours dans ce 20h, direction la commune de Saint-Louis, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, actuellement en effervescence. Des centaines de touristes et autres vacanciers se retrouvent déjà sur la plage de l'Hydrobase pour y préparer la célébration de la fête du 15 août. L'ambiance qui règne donne un avant-goût des retrouvailles délirantes qui marqueront encore cette année le 15 août à l'Hydrobase. Voyons ça avec Moussa Diagne. Des centaines de visiteurs, touristes et autres vacanciers ont commencé à rallier la plage de l'Hydrobase pour y passer de beaux moments. Ce qui donne déjà une idée de l'ambiance qui va marquer la célébration de la fête du 15 août dans cette partie de la langue de Barbarie. Comme les années précédentes, les jeunes se retrouveront à cette occasion sur cette plage pour s'adonner à cœur joie à des séances de baignade, des jeux de cartes, des parties de football, etc. Bon, le 15 août à Saint-Louis, donc c'est un événement national, donc c'est devenu une tradition. Il y a des gens qui viennent de partout dans le pays pour venir le passer à Saint-Louis, donc c'est ça. C'est très populaire, donc, la plage est pleine de monde, il y a beaucoup d'activités sportives, culturelles. Vraiment, c'est grandiose à Saint-Louis. La préparation du 15 août, aujourd'hui, on vient de recevoir les drapeaux, quelques drapeaux, juste quelques drapeaux. On n'a pas encore de matériel de sauvetage, on n'a rien d'autre que des sifflets. En tout cas, il faut que les gens nous comprennent parce que ce qu'on fait n'est pas facile. Parce qu'on sauve des vies, rien n'est facile en tout cas parce que la mer est dangereuse, chaque fois elle est agitée. Parfois la mer est calme et il y a beaucoup de courant aussi. En cette période de grandes vacances, l'animation est au beau fixe dans la capitale du Nord. Les habitants de la ville tricentenaire accueillent depuis une semaine des hôtes de marque et autres invités venus participer massivement à la randonnée pédestre organisée par les autorités municipales pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'érosion côtière et maritime. Eh bien, bonne fête d'Assomption à tous les chrétiens du monde entier. Et c'est maintenant l'heure d'aller voir ce qui se passe hors de nos frontières, en bref et en images. Au Nigeria, la secte djihadiste de Boko Haram a diffusé dimanche des images d'une quarantaine de jeunes filles voilées, présentées comme étant les otages du groupe terroriste. La vidéo n'est pas datée, mais tout laisse à penser qu'il s'agit des lycéennes de Chibok, enlevées en avril 2014. 276 adolescentes avaient été kidnappées. L'homme au visage masqué qui s'adresse à la caméra explique que 40 jeunes femmes ont été mariées de force avec les soldats de Boko Haram, mais que certaines lycéennes ont été tuées dans des raids aériens. Le message de la vidéo est très clair, Boko Haram menace de tuer les jeunes femmes si le gouvernement nigérian tente une action contre le groupe terroriste. L'insurrection sanglante de Boko Haram a déjà fait plus de 20 000 morts au Nigeria depuis 2009. Une des 6 victimes de l'attaque du train en Suisse est décédée des suites de ses blessures. L'homme de 27 ans qui avait mis le feu au wagon avant de poignarder les passagers est mort lui aussi dimanche matin à l'hôpital sans que la police ait pu l'interroger. Un porte-parole de la police du canton de Saint-Gall explique que la question du mobile reste entière. À l'heure où nous parlons, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une attaque terroriste, dit-il, qu'elle soit motivée politiquement ou xénophobe. Rien n'indique que cela le soit. Rien n'indique non plus qu'il s'agisse d'un crime passionnel. Nous n'avons aucune information sur le mobile. De ce que nous savons, il a agi seul. Les enquêteurs disposent d'un enregistrement vidéo où l'assaillant apparaît, il est armé d'un couteau et il verse du liquide inflammable. L'agresseur était un Suisse de 27 ans, il n'avait pas de casier judiciaire, il n'était pas d'origine étrangère et il résidait dans un canton proche de Saint-Gall. Et voilà, c'est cette page internationale qui met fin à ce journal. L'information revient demain à 13h en Wolof et ce sera avec Mme Diawar Diallo. Quant à moi, je vous dis merci et vous souhaite de passer une excellente fin de week-end en compagnie des programmes de la première chaîne privée du Sénégal, la 2STV.